Nouvelle édition Sud Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Pourquoi la loi sur l'embauche continue de faire objet de critiques depuis sa promulgation? Quel est son contenu et en quoi favorise-t-elle les travailleurs? Les éléments de réponse à ces interrogations dans ce journal. Côte d'Ivoire, un proche de Guillaume Soro est écroué pour complot. Il s'agit de Souleymane Karamate Kone, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et puis les Libériens votent pour la démocratie. Ce mardi, plus de 2 millions de personnes sont attendues aux urnes pour désigner le successeur d'Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. On démarre cette édition par cette loi qui fait désormais objet de toutes les critiques depuis sa promulgation. Il s'agit bien de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure sur l'embauche, de placement de la main-d'œuvre et résiliation de contrats de travail en République du Bénin. Quel est le contenu de cette loi? Favorise-t-elle les travailleurs? Élément de réponse dans l'analyse que nous propose Fréjus Seulan. Votée puis promulguée sans tambour ni trompette, la loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche et qui abroge toute disposition antérieure contraire comporte des avancées significatives, notamment la réglementation du travail intérimaire, mais d'autres clauses à l'avantage des travailleurs. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez travailler pour 2 entreprises, avoir 2 contrats de travail différents. Si vous pouvez le faire, vous accompagnez le juge dans ses prises de décision. Aujourd'hui, la présence d'assesseurs est obligatoire. Ça peut être des syndicalistes, des représentants de travailleurs, en tout cas des gens qui maîtrisent en fait les réalités que vivent les travailleurs. Malgré ces avancées, cette loi est considérée comme un outil d'abaissement des normes du travail par les spécialistes. Et pour cause. Il y a l'engagement à l'essai. L'ancienne loi fixait une durée, 15 jours, 1 mois ou 3 mois selon votre catégorie professionnelle. On sait qu'après cette durée, soit vous êtes embauché officiellement ou vous êtes remercié. Mais là, l'engagement laissé à la discrétion de l'employeur, ça ne va pas du tout. Voilà, le renouvellement indéfini du contrat de travail à durée déterminée. À ce niveau-là, selon moi, c'est un lit fait à la précarité de l'emploi. Parce que le contrat à durée déterminée est le contrat qui arrange beaucoup plus les employeurs parce que beaucoup moins contraignant. Parce qu'on peut vous remercier à tout moment. À l'instar de la réparation en cas de licenciement abusif qui est plafonné à 9 mois de salaire, les autres conditions de rupture de contrat ne sont guère reluisantes. L'employeur qui veut licencier en arguant de la situation économique. Dans cette loi, l'article 25 dit que lorsque le travailleur s'y oppose, la rupture du contrat lui est imputée. Vous prenez l'article 29. L'article 29 dit qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal du travail, accorde au travailleur une indemnité ne pouvant excéder 2 mois de salaire brut. Vous voyez, 2 mois de salaire brut pour un employeur qui veut vraiment se débarrasser d'un travailleur, c'est rien selon moi. Cette loi n'est pas à l'avantage du travailleur. Une loi visiblement à l'avantage du patronat et qui sonne comme une punition pour les travailleurs et la jeunesse qui indexent l'inaction des syndicats. Lorsque quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, d'innovant est institué, c'est pour rectifier un certain nombre de couacs, de problèmes. Mais à la lecture de cette nouvelle loi sur le travail qu'on appelle la loi sur l'embauche, ce n'est pas ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire. On ne peut pas me dire que le programme d'action du gouvernement ne place pas la jeunesse au centre de ses préoccupations. Si tel est le cas, pourquoi alors cette nouvelle loi? Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle loi? Les syndicalistes ont été laxistes, ils ont été passifs, ils ont laissé faire. Les syndicats, quant à eux, s'expliquent. Cette loi était encore un projet. La CSA Bénin avait commis un expert pour regarder le projet et faire ressortir tous les dangers possibles pour les emplois au Bénin. Ce document a été partagé à l'ensemble des députés et nous avions alerté l'ensemble des forces sociales pour dire nous sommes en train d'aller vers un tournant qui n'est pas un bon tournant pour le Bénin. Nous l'avons fait, nous avons saisi un certain nombre d'institutions dans ce pays. Malheureusement, vous savez, lorsque l'action syndicale n'est pas classique, grève, cri, on pense que les syndicats n'ont rien fait. Donc voilà ce qui a été fait.
Pour ces syndicats qui ont cru en la promesse du gouvernement de la rupture de surseoir à donner le visa à cette loi et d'asseoir des pourparlers, cette promulgation sonne comme une trahison à laquelle ils s'apprêtent à donner une réponse. Mais nous allons nous concerter et nous allons, n'est-ce pas, nous préparer, n'est-ce pas, à donner une réponse à ce pouvoir qui montre qu'il est venu pour régler les problèmes des patrons. Nous allons nous mettre dans la bagarre parce que ce qui est mis dedans, dans cette loi, il précarise l'emploi. Les travailleurs sont donc invités par les syndicats à une synergie d'action dans les prochains jours en vue d'obtenir l'abrogation de cette loi fixant les conditions et la procédure sur l'embauche. Les travailleurs réunis au sein de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont organisé ce lundi un sit-in dans la cour du dit ministère. Ils réclament entre autres la prise des actes administratifs en bonne et due forme pour mettre les agents des escadrins non redéployés à disposition des DDAEP, Direction départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ou autres structures du MAEP au plus tard le vendredi 13 octobre 2010. La motion a été lue en présence du directeur de cabinet, Ali Barasounou. Voici quelques extraits. Considérant que les êtres humains jouant ici le rôle de travailleurs appartiennent tous aux forces de droit divin, au même titre que les partenaires en face jouant le rôle d'autorité administrative et sommes tous soumis aux droits de la terre, considérant que les entités fictives à qui vous prétendez supprimer ou réduire les arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes selon les principes du système esclavagiste que vous défendez, et cela contre notre consentement souverain et inaliénable, ne sont pas les êtres humains souverains que nous sommes depuis notre naissance et que nous demeurerons jusqu'à notre mort. 1. La correction des irrégularités liées au redéploiement dans les DDAP. 2. La prise des actes administratifs en bonne et due forme pour mettre les agents des escadrins non redéployés à disposition des DDAP ou autres structures du MAEP au plus tard le vendredi 13 octobre 2017. Le paiement des 10 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escadrins. 5. L'introduction effective du mémorandum et du projet de décret portant indemnité de risque inhérent aux emplois du personnel du ministère en charge de l'agriculture dans les circuits de la fonction publique. Les travailleurs rendent responsable le gouvernement en général et en particulier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et ses collaborateurs des déconvenus qui adviendraient de la non-satisfaction de nos légitimes revendications. Vous savez très bien, la semaine dernière, le ministre et une forte délégation ont entrepris une grande tournée au niveau de la partie septentrionale, dans le Borgou, dans l'Alibori, dans la Takora et la Donga. Sa préoccupation première à toutes ces étapes, c'est écouter le personnel. Cela a été fait pour que, de façon rapprochée, qu'il écoute les préoccupations. Et les répondants ou répondant à ces différentes rencontres ont soulevé presque les mêmes préoccupations qui sont au niveau de votre motion. Il a apporté certains éléments de réponse à chaud, en direct. Et au niveau du cabinet, nous prenons ces points-là de façon méthodique. On est en train de les étudier. Donc, toutes ces préoccupations seront analysées et on va vous donner la suite. C'est ensemble que nous allons réussir la mission qui nous a été confiée, assignée par le chef de l'État. C'est ensemble. Et les ailleurs du terrain, et le cabinet, et les partenaires qui nous accompagnent, et les producteurs, ensemble, nous allons réussir cette mission-là. 4e élection des recteurs et vice-recteurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Les opérations de dépôt de dossiers et la campagne électorale ont été lancées ce lundi 9 octobre 2017 par la commission chargée de superviser ces élections. La commission était d'ailleurs face aux hommes des médias le dimanche dernier. Reportage. Plus
de doute sur le calendrier électoral pour les élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi. 30 octobre 2017, c'est la date retenue pour la tenue des 4e élections du recteur et des vice-recteurs. La commission de supervision l'a fait savoir à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce dimanche 8 octobre 2017. Plusieurs mesures sont déjà prises pour le respect de cette échéance prévue par un arrêté ministériel. Kosivi Atiklemen, président de la dite commission, rassure. Dans le cadre des 4e élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi, qui auront lieu le 30 octobre 2017, les enseignants du supérieur candidats à ces différents postes sont invités à déposer leur dossier de candidature à la commission de supervision des élections du recteur et des vice-recteurs de l'université d'Abomey-Calavi tous les jours ouvrables du lundi 9 au mardi 17 octobre, délai de rigueur de 9h à 18h30. Le président de la commission précise également la période des campagnes électorales. Nous précisons très bien que la campagne électorale se déroulera du 9 au 29 octobre à 10h, conformément à l'arrêté. Selon le professeur Kosivi Atiklemen, le retard observé dans l'installation de la commission n'aura aucun impact sur le déroulement du processus électoral à l'université d'Abomey-Calavi. Info sur le continent, élection présidentielle au Libéria. Plus de 2 millions de personnes votent ce mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique au cours d'un scrutin très ouvert devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Outre le nouveau président, le premier à succéder à un autre président élu depuis plus de 70 ans, les Libériens se rendent aux urnes pour renouveler aussi les 73 sièges de la Chambre des représentants. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h GMT, les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures selon la commission électorale. Et restons au Libéria pour dire simplement que la présidente libérienne sortante Ellen Johnson Sirleaf s'est adressée à la nation à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Elle appelle à des élections apaisées et au respect des résultats. On l'écoute. Pour la première fois depuis 3 générations, nous nous apprêtons à transférer l'autorité présidentielle d'un dirigeant à un autre de façon démocratique et pacifique. Prenons un moment pour prendre conscience de la distance que nous avons parcourue en tant que nation et en tant que peuple, d'une société détruite par la guerre à l'une des démocraties les plus vibrantes de l'Afrique de l'Ouest. Allez voter de façon pacifique en respectant le droit de chaque Libérien de voter avec dignité et fierté. L'avenir du pays est entre vos mains. Votre vote n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Il n'appartient pas par défaut à un parti politique, ni à une ethnie, une religion ou une quelconque affiliation tribale. Mes chers Libériens, nous devons respecter les résultats de cette élection qui seront annoncés par la Commission électorale indépendante. La CEI a mis en place un système qui est fiable, transparent et bâti à partir des meilleurs standards existants. Au Kenya, l'opposition maintient la pression dans les rues de Kisumu. Près de 3000 partisans de l'opposition kenyane ont une fois encore manifesté lundi à Kisumu, l'un des bastions du leader de l'opposition Raila Odinga dans l'ouest du pays, qui a obtenu le 1er septembre l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont une fois encore manifesté ce lundi pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août dernier. Écoutons à présent quelques manifestants. Nous sommes ici à Kisumu. Ayant comme le Kisumu, je veux dire à Uhuru que nous continuerons à manifester
pacifiquement jusqu'à ce qu'il nous donne l'occasion de tenir des élections libres et équitables. Nous ne le demandons pas, mais nous exigeons sa démission. Chiloba doit partir. Chiloba doit partir. Côte d'Ivoire, un proche de Guillaume Soro écroué pour complot, Souleymane Karamate Kone, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été inculpé de complot et écroué lundi après son audition dans une affaire sensible de découverte d'une cache d'armes pendant une mutinerie. Souleymane Karamate Kone, dit Soul to Soul, a été interpellé ce lundi. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État, a déclaré le procureur Richard Christophe Adou. Tout le quartier était quadrillé par la police et la circulation était donc perturbée. Des mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée ont secoué la Côte d'Ivoire et ébranlé le pouvoir en janvier et en mai 2017. Écoutons à présent le procureur d'Abidjan. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissémination de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Kone Karamate Souleymane, ont été entendues. Un tour maintenant en Afrique du Sud avant de boucler ce journal. La vérité, la quête d'une vie pour les victimes de l'apartheid. 23 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les familles de dizaines de militants morts en garde à vue cherchent toujours à obtenir la vérité sur ce qui leur est arrivé. Reportage. Il y a 40 ans, Philippe Mabelané apprenait à la radio la mort d'un détenu au quartier général de la police de Johannesburg. Le même jour, les autorités l'informaient qu'il s'agissait de Matthews, son fils de 23 ans. Officiellement, le jeune militant anti-apartheid s'est suicidé en sautant du 10e étage de ce bâtiment. Mais sa famille n'a jamais cru à cette version. Pourquoi mon fils est-il mort? Il est mort pourquoi? Entre 1963 et 1990, 73 personnes sont mortes en garde à vue, souvent dans des circonstances similaires à celles de Matthews. Aucun policier n'a jamais été poursuivi. Pour Lâche Mabelané, il est inconcevable que son frère ait pu se suicider, et il accuse la police. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait quand une personne est poussée du 10e étage? C'est très difficile à expliquer. C'est comme si c'était un film, mais en vrai. Les Mabelané placent aujourd'hui tout leur espoir dans le cas d'Ahmed Timol, un autre détenu qui s'est lui aussi officiellement suicidé du 10e étage du commissariat en 1971. Après des années de combat, la famille Timol a finalement obtenu la réouverture de l'enquête et ses conclusions pourraient faire jurisprudence. Les défenseurs des droits de l'homme demandent aux autorités sud-africaines de faire éclater la vérité. Il y a beaucoup de familles de victimes dans notre pays qui connaissent une partie de la vérité et qui sont aussi capables, grâce aux archives de la commission Vérité et Réconciliation, de déterminer qui sont les auteurs de ces crimes. Elles ont droit à la justice et notre pays en a aussi besoin. Soutenue par la Fondation pour les droits de l'homme qui s'est saisie du cas de Matthews, la famille Mabelané n'a jamais été aussi proche de la vérité. Mais le temps presse, Philippe a 95 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à tous. Bonne suite des programmes Sud Télévision. Au revoir.